Cette semaine, je vous propose de poursuivre votre découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porquerolles. Les médecins André et Gaston d'Urville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être, dans l'esprit de ses fondateurs, une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Protégé par son identité multiple, naturiste et militaire, le Levant est aussi une réserve naturelle dotée d'un patrimoine exceptionnel. Tu vas voir, le Levant c'est différent, m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule, puis de séjour en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Cette semaine, je reçois Pascale Carels. Bonjour Pascale. Bonjour Ingrid. Vous êtes une enfant de l'île, d'origine allemande. Vos grands-parents, adeptes du naturisme, achètent un terrain sur l'île du Levant dans les années 50. Votre mère et votre père hollandais se rencontrent ici alors qu'ils sont en vacances et décident de s'y installer. Vous grandissez sur l'île où vous vivez aujourd'hui à l'année. Vous y tenez depuis 2016 une boutique de vêtements et de souvenirs. Avant de parler de votre parcours, Pascale, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de vos grands-parents avec le Levant, comment ils arrivent ici et pourquoi ils décident de s'y installer une partie de l'année ? Oui, alors mes grands-parents ont entendu parler du Levant en fait parce ils pratiquaient déjà le naturisme en Allemagne. Enfin, ça s'appelait pas comme ça, c'était la Freikörperkultur. Et donc c'est mon grand-père qui a entendu parler de cette île. Voilà, et alors je sais pas s'il y avait déjà les D'Urville. Les D'Urville ont créé le domaine en 30-31. Donc il a dû déjà entendre parler de ce mouvement. Il voulait absolument voir cette île. Et donc ils sont arrivés là et maman me racontait toujours que son papa était tombé fou amoureux de cet endroit où il faisait bon, où on pouvait être nu. La première fois, ils ont loué ce qui est maintenant l'Éden, tout en haut de l'île. À l'époque, c'était monsieur et madame Jacquier qui avaient ces bungalows. Et puis ensuite, alors je ne sais pas si c'était l'année d'après ou voilà, mais très vite, ils ont acheté un terrain pour eux, qui s'appelait Villa Soleia. Mon grand-père a construit sa maison. C'était un terrain vierge à l'époque où il n'y avait pas de cabanon. Non, il n'y avait rien. Ensuite, ils ont acheté un terrain pour ma maman, pour qu'elle puisse démarrer quelque chose qu'elle puisse démarrer sa vie avec mon papa, parce qu'ils se sont rencontrés aussi ici pendant les vacances. Alors on va en parler, mais je voulais vous demander, alors vos grands-parents sont d'origine allemande, est-ce que l'identité cosmopolite de l'île est une réalité ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus s'installer ici ? À l'époque, il y avait des Hollandais, des Allemands, des Italiens. Oui, il y avait après, il y avait peut-être encore d'autres nationalités, mais surtout des Allemands et des Hollandais, oui. Peut-être parce que justement, il y avait déjà, ils avaient peut-être un lien plus évident avec le naturisme, c'est possible, oui. Et vos grands-parents venaient en vacances uniquement à cette époque ? Oui, ils venaient, alors parce que c'est ma grand-mère en fait qui voulait pas passer toute l'année ici. Ils venaient peut-être du mois d'avril au mois de septembre. Ils passaient pas toute l'année ici. Peut-être ils l'ont fait une fois, c'est possible, et ça convenait pas à ma grand-mère. On sent que cet attachement, il vient davantage de votre grand-père, qui est vraiment tombé amoureux de cet endroit. Ma maman, oui. Comment ensuite votre mère et votre père se rencontrent et choisissent pour le coup, alors là c'est une étape, de vivre à l'année au Levant ? Alors ça s'est fait en fait
tout naturellement, parce qu'ils avaient, ils étaient très jeunes, donc ils ont vraiment démarré leur vie ici, ensemble, en créant le terrain mignon, qui était un espace, un terrain vierge. Et ils ont commencé à accueillir des gens donc pour le camping. Mm-hmm. Et votre père, il arrive comment ici ? Alors, parce que votre mère, on comprend bien. Il est arrivé en vacances aussi. D'accord, ouais. ok. Mais j'ai moins d'infos quand même côté de mon papa. Il parlait moins je connais moins sa famille aussi, très peu en fait. Bon, alors du coup, je vous ai coupé dans le récit. Donc le terrain. Le terrain, donc qui était absolument pas construit. Oui. Par contre, il y avait mon grand-père a ramené d'Allemagne déjà une partie des bungalows. Alors je sais pas si c'était 2 ou 3. Donc il a ramené en fait, les choses étaient faites beaucoup avec de l'amiante, donc c'était ces murs légers. Et je sais que les fenêtres, tout ça, ça venait de là-bas déjà. Ouais. Et donc ils ont habité là-dedans. Et les clients, c'était sous la tente. D'accord, parce que oui, peut-être préciser pour les auditeurs, en fait, rapidement, l'idée c'était de louer. Oui, c'était de gagner sa vie. Ils étaient précurseurs ou pas de ce type de location ? Je pense qu'il y en avait d'autres aussi, mais ils faisaient partie des premiers, oui, en tout cas, oui, bien sûr. Ils ont tout fait tout seuls, de leurs mains. Oui, et mon grand-père a aidé ici à faire les chemins. Donc il faisait partie des pionniers qui ont construit les corniches. Oui, ces fameuses corniches qui sont impressionnantes. Oui. Parce que c'est d'avoir des chemins comme ça sur une île aussi praticable, c'est vrai que c'est quelque chose de très impressionnant. Votre famille a été assez précurseur dans le façonnage finalement du paysage de l'île. Oui, vous pourriez dire ça ? Oui, bien sûr, oui. Et à l'époque, qui étaient les gens qui venaient passer des séjours ? C'était des courts, des longs séjours, vous savez, ou pas ? Peut-être pas. D'ailleurs. Alors moi, j'ai le souvenir, quand j'étais enfant, les clients... ils restaient longtemps, oui, on n'a plus ça maintenant. Ils restaient 1 mois, il y en a qui restaient 2 mois. Oui, c'était des vacances beaucoup plus longues. Les gens restaient beaucoup plus longtemps. Parce que Pascale, vous voyez le jour à la fin des années 60, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez nous dire comment c'était de grandir sur l'île du Levant dans les années 70-80 ? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants ? Quels souvenirs vous gardez de cette époque ? Alors moi, je garde un souvenir assez, assez contrasté dans le sens où il y a l'île, il y a mon enfance, de grandir sur une île dans un endroit complètement préservé. Très différent de la côte, cette identité de grandir dans la nature, c'est un côté, quand on en parle comme ça, complètement magique. Mais à côté de ça, il y a aussi le contexte familial. Et ça, c'était beaucoup plus difficile. Bon, c'est sans doute pas le sujet là maintenant de trop s'étendre là-dessus, mais mes parents s'entendaient plus. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance très très pénibles en fait. Très pénibles. Oui. Et puis après vous évoquez la notion de nature, peut-être de liberté, mais je pense que quand on est enfant et qu'on n'a connu que ça, on n'en a pas conscience finalement. Et donc peut-être que cet environnement familial que vous décrivez, qui peut-être a été compliqué, est plus prégnant finalement que cette liberté. Peut-être la liberté, vous l'avez vue a posteriori. Oui. Enfin, je extrapole peut-être. Mais... Bien sûr, oui. Oui, non, c'était vraiment... J'ai eu une enfance compliquée. Mais en même temps, il y avait peut-être que le fait de vivre donc, dans ce milieu très préservé, ça m'a, c'était c'était moins difficile, ça rééquilibrait quelque chose. Oui.
je sais pas, voilà, si j'avais vécu familialement les mêmes choses dans une je grande sais pas, ville. Dans une grande ville, ouais, on peut pas savoir. Oui. Mais peut-être. Peut-être que la nature tempérait un peu les choses. Oui, certainement. Ouais. Certainement. Ouais. Pierre Buffet, donc le propriétaire du manoir à Porquerolles, qui lui-même a grandi sur une île, écrit dans son livre L'esprit de l'île: pour nous, la terre se limitait à Porquerolles, le continent c'était le zoo humain et Porquerolles c'était la vraie vie. Pensez-vous que grandir au Levant ait pu influencer votre rapport au monde et aux autres, et si oui, dans quel sens ? Ah oui, c'est évident. C'est évident. Moi, je me souviens quand j'allais mes premières années de lycée, donc où j'ai dû quitter l'île pour aller à l'école là-bas, j'avais une fierté. Je me sentais différente, ouais. Mais j'en étais très fière. Ça n'a jamais été. Je vois souvent les jeunes, ils ont envie de ressembler. Oui. Et moi non, je portais ça comme un étendard, quoi. Ah ouais, j'étais extrêmement fière de ça. Ça a toujours été une grande fierté. Et le regard des autres enfants était plutôt bienveillant. Oui. Bon, après, il y avait ce côté au Levant naturiste, quoi. Oui. Bon, alors, il y avait des petites réflexions un peu désobligeantes, quoi, un peu moqueuses, mais ça m'atteignait pas, en fait, oui, parce que j'étais... Vous sentiez de la curiosité de la part des enfants ou non, plutôt... Oui, un mélange entre curiosité, le côté... Les moqueries. Oui, voilà. Oui. Mais l'étendard levantin. Ah oui, c'était extrêmement fort. Ouais. Balayait tout. Ah oui. Alors à l'époque, je reviens un petit peu en arrière, mais il y avait une école sur l'île que vous avez fréquentée jusqu'à vos 5-6 ans. Combien vous étiez d'enfants scolarisés au Levant ? Alors l'école, c'était jusqu'à 10 ans. Ah, jusqu'à 10 ans. Parce que c'était jusqu'au CM2. D'accord. Donc je me souviens, CM1, CM2, on était souvent que 3. Je me souviens d'être souvent avec 2 garçons, Sylvain et Marc. Et bon, quelquefois, nous étions plus nombreux. Il y avait Nathalie Charex, mais ils étaient pas là tout le temps, parce qu'il y avait aussi les parents qui étaient là, qui avaient une maison sur la côte. Donc, ils mettaient quelquefois leurs enfants à l'école qu'à partir d'avril, quand la saison démarrait. Et donc, en fait, l'hiver, on était vraiment peu nombreux. Donc, j'ai ce souvenir qu'on était 3, bien souvent. Oui. Incroyable. Ouais. Alors, de fait, vous quittez l'île donc à la fin de l'école primaire pour rentrer au collège. Comment... Alors, de passer d'une école à 3 élèves à une école normale, avec des classes d'une vingtaine, dans de bonnes conditions, voire plus d'enfants. Comment vous avez vécu le départ de l'île pour votre entrée au collège ? Alors, moi, ça a été un choc. Ça a été vraiment très compliqué. J'avais 10 ans et demi, donc quand j'y pense avec le recul, je me dis, mais j'étais un bébé. C'était une forme de déracinement. Ah oui, et en plus, il y avait le problème, par exemple, il n'y a pas ça à Porquerolles, mais avec les bateaux, c'est-à-dire que on pouvait... c'était même le week-end, c'était compliqué pour rentrer. Moi, je me souviens d'une époque où... Vous étiez interne ? Oui, j'étais forcément interne. Et je pouvais donc le vendredi, on pouvait absolument pas rentrer le soir. Donc c'était le samedi, j'arrivais à attraper le bateau le samedi à 14h. Et il fallait que je reparte en fait le dimanche soir. Oui, c'était rapide. Donc c'était très dur ça. Alors j'avais ce qu'on appelle des correspondants sur la côte. Oui. Un couple qui m'accueillait à Saint-Clair. Et donc je passais, quand je quittais l'île, donc dans le sens du continent, je passais une nuit chez eux. Et je prenais le bus le lundi matin très tôt. Il fallait changer de bus d'ailleurs, à Hyères. Et puis après j'arrivais au lycée, et pareil, le retour, je passais une nuit généralement chez eux. Donc ça a été tout ça,
un rude apprentissage, je dirais. Puis, Oui. comme encore une fois, si jeune, c'est vrai que c'est être interne à 10 ans, après avoir vécu sur une île. Ah, c'était très compliqué. Pour moi, c'était très compliqué. Je dis pour moi parce que j'ai une sœur, une grande sœur. C'était ma question. Est-ce que vous avez des frères et sœurs, et oui, s'ils l'ont donc vécu il y a, comme vous 7 ans de plus. Oui. Et je pense, on n'en a jamais réellement, vraiment parlé ensemble, mais je pense qu'elle l'a vécu différemment. Voilà. Et puis elle, je crois qu'elle rentrait que tous les 15 jours. Mais elle était dans une famille d'accueil qu'elle aimait beaucoup, où elle était très bien. Donc, ça a certainement je pense qu'on n'a pas eu le même rapport à la scolarité, du tout. Vous poursuivez ensuite vos études jusqu'à quel âge, Pascale ? Alors, je crois que j'ai arrêté, j'avais 15 ans et demi. D'accord. Oui. Assez tôt ? Oui, assez tôt, oui. Très tôt même. Oui, très tôt, vu de maintenant. Oui. C'est vous qui vous sentiez pas bien dans le milieu scolaire, qui avez voulu interrompre vos études. Comment vos parents prennent la situation à l'époque ? Alors, en fait, ça se passait pas très bien. J'ai assez vite décroché. C'est-à-dire que j'étais bonne dans certaines matières et par exemple, en mathématiques, c'était une catastrophe. Et alors après, je me souviens, le prof me mettait 0,5 de moyenne. Bon, j'en ris maintenant, mais à l'époque, c'était terrible pour pas me mettre 0, quoi. Parce que c'est vrai, quand on décroche en maths, après, on se noie, quoi. J'étais pas bien. Quand je devais rentrer, quitter l'île, je me souviens, souvent je pleurais. J'étais en larmes quand il fallait reprendre le bateau. Et ce qui s'est passé aussi, j'étais très souvent malade. Bon, je pense forcément ça avait un lien. Donc je faisais beaucoup de bronchites, d'angines, donc on me renvoyait sur l'île. Donc j'ai commencé à beaucoup manquer. Et alors après, en fait, c'est devenu de plus en plus compliqué. Un cercle vicieux qui s'est alimenté. Exactement. Ouais. Ma maman a préféré m'enlever, me dire, voilà. Et on a tenté les cours par correspondance. C'est ça. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Et comme votre mère souhaite quand même que vous ayez un petit peu d'expérience, vous partez comme jeune fille au pair en Allemagne. Oui. Donc après l'année de cours par correspondance. Oui, c'est ça. Ouais. Donc à 16 ans. À 16 ans, c'est jeune aussi. Oui. Est-ce que c'est une expérience qui vous a plu ? Et encore une fois, vous quittez l'île. Vous avez des souvenirs de cette période ? Alors la première fois, c'était très compliqué aussi. En fait, je pense aussi que j'avais un attachement très fort à ma maman. Et que il y avait quitté l'île et puis il y avait quitté ma maman. Enfin voilà, il y a les deux. C'était compliqué. Et je me souviens oui, elle est venue avec moi parce qu'elle m'a emmenée dans une famille en Forêt-Noire. Oui. Donc une famille ils avaient une petite fille de 2 ans et puis un petit bébé, un petit garçon qui avait juste quelques mois. Et donc la maman elle avait besoin d'aide. Et voilà, c'était ma première expérience, mais là aussi c'était compliqué. Je me suis sentie un peu un peu abandonnée, quoi, quand même, que voilà, on me mettait là. En fait, ma maman avait pas envie que je reste là tout l'hiver. Je comprends. Voilà, elle a fait au mieux. Bien sûr. Donc c'était une expérience pas facile non plus. Oui. Vous rentrez ensuite, Pascale, au Levant, et de vos 16-17 ans à vos 30-35 ans, vous travaillez avec votre mère en l'aidant dans la gestion de la douzaine de locations qu'elle propose. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, en disant que les séjours étaient plus longs. Mais que recherchaient les gens à l'époque qui venaient séjourner au Levant ? Au moment où vous êtes aux côtés de votre mère, est-ce que vous vous souvenez des personnes qui venaient et ce qu'ils recherchaient ici ? Oui, je me souviens bien de cette période-là. Les gens recherchaient une déconnexion totale. Enfin, le souvenir que j'en ai, c'était de profiter de la nature, du calme,
de la mer, du soleil, de l'exercice physique. Enfin, ouais, c'était. Après, il y avait aussi, il y avait une clientèle différente suivant les mois de l'année. Enfin, voilà. Bon, il y a avril, mai, juin, août, ça changeait. Les gens venaient beaucoup pour s'amuser. Il y avait une clientèle quand même différente, oui, suivant la période de l'été. Vous louiez de quoi? D'avril à octobre? Avril à octobre. Avril à octobre, oui, une grosse saison. Quand même. Oui. Et c'est une activité qui vous a plu? Oui, j'aimais bien. Bon, après, je travaillais chez moi, donc voilà, c'est pas comme si j'étais embauchée quelque part. Et bon, c'était très physique, toujours quand même faire le ménage, mais il y avait aussi le côté accueillir les gens, puis les gens étaient heureux d'être là, donc c'était... et puis après, moi, j'avais quand même suffisamment de temps pour profiter de l'été, pour nager, Bon, puis je me posais pas la question, en fait, j'étais sur mon île, j'étais chez moi, je me rendais, j'étais utile, voire même indispensable, parce qu'il fallait bien être deux pour s'occuper des locations, donc... Parce que votre père, à cette époque, Alors, mes parents se sont séparés quand j'avais... je sais 8-10 ans, je ne saurais plus dire exactement, oui. Bon, alors ils se sont séparés, mon père est resté sur l'île, mais il n'habitait plus, sur le terrain. C'est ma maman qui l'a gardé. Oui, donc vous étiez deux femmes à vous occuper du terrain et des locations seules. Oui. Donc vous avez quand même fait travaillé aux côtés de votre maman une quinzaine d'années. Oui. Donc oui, ça compte. Vous rencontrez le père de votre fils en quelle année et comment, si c'est pas trop indiscret, Pascale? Alors l'année, je saurais pas vous dire. J'avais 23 ans. Oui. Donc voilà, je suis née en 67, donc je vous laisse calculer. Donc je l'ai rencontré parce qu'il venait aussi en vacances. Et puis c'est toujours quelqu'un de qui militait beaucoup pour l'écologie, pour le naturisme. Et voilà, on s'est rencontrés à la fin de l'été. Et ensuite, nous sommes restés ensemble pendant 13 ans. Sur l'île? Non. On faisait moitié-moitié. D'accord. C'est-à-dire, j'ai continué à passer tous mes étés ici. Oui. Mais je partais, je pense, en octobre. Oui. D'octobre et je revenais en février souvent parce je voulais repréparer les bungalows. Enfin, il me tenait à cœur quand même d'être là. Assez tôt dans la saison. Oui. Pour être aux côtés de pour faire des petits travaux, pour améliorer. Donc ça, on pouvait pas. Même au printemps, c'était un peu tard pour faire tout ça. Donc j'aimais bien, revenir quand même à la fin de l'hiver. Et vous alliez où le reste du temps? Alors, il habitait en Ardèche. D'accord, ok. Parce qu'autour des années 2000, vous quittez pour le coup l'île du Levant pour vous installer en Haute-Loire, si je ne me trompe pas, avec votre compagnon. Vous allez vivre pendant 13 ans. Oui. C'est ici que votre fils va grandir et faire sa scolarité. Est-ce qu'en quelque sorte, on pourrait dire que vous ne vouliez pas forcément lui imposer ce que vous aviez vécu enfant avec l'internat, les traversées? Est-ce que c'était sciemment que vous avez fait ce choix pour lui? Alors, peut-être sciemment, je sais pas, je dirais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, je voulais qu'il ait une scolarité, qu'il soit heureux, quoi. Oui. Qu'il ait une scolarité plus facile, plus fluide, et qui vive. Je pense que s'il y avait quand même cette crainte de pas faire vivre à mon fils que moi j'avais vécu. Oui, puis cette coupure de la maison, en fait. Tout à fait. Moi, parce que moi, je l'ai très mal vécu. Alors,
On entend le désir de maman de vouloir offrir en effet à son enfant peut-être quelque chose qui soit différent de ce que vous aviez pu vivre. Néanmoins, vous quittez votre île, vous faites ce pas-là. Comment vous avez vécu ce départ de l'île ? Est-ce que ça a été salvateur ou est-ce que pour vous ça a été difficile ? Non, ça n'a pas été difficile du tout parce que je revenais quand même régulièrement. Je revenais pour les vacances souvent même Toussaint, parfois Noël, ensuite février, Pâques, l'été. Donc, bon. Oui, il y avait quand même un port d'attache toujours bien présent. Et puis parce que Johan a 2 cousins et ils se retrouvaient ici. D'accord. Beaucoup. Donc c'était voilà. Et puis je voulais aussi. Bon, il y avait aussi ma maman. Donc tout ça c'était bien équilibré. Ouais. Votre maman du coup elle continue seule les locations ? Oui. Après l'été j'étais encore là quand même pour l'aider. Mais oui, elle a continué à gérer tout ça. Par la suite, elle a vendu une partie du terrain. Un peu plus tard, oui. Parce que ça devenait un peu lourd pour elle. Et oui, et je vous ai coupé, mais vous dites que vous reveniez très souvent pour les vacances. Votre fils et votre compagnon avaient ce même attachement pour l'île que vous ? Mon fils, oui, c'est évident, oui. Et mon compagnon aussi. Il adorait venir ici, oui, vraiment. C'était, il faisait du kayak, le naturisme ne lui posait pas de problème. Et il aimait beaucoup l'île, oui, vraiment. Après ces 13 ans passés en Haute-Loire, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous décidez de rentrer au Levant ? Alors, en fait, c'est parce que je me suis séparée de mon compagnon. Et donc, c'est tout naturellement que je suis revenue au Levant pour continuer, pour vivre ici, parce que j'avais ma maison là. Et... Avec votre fils ? Oui, avec Johan. Alors, Johan, qui quand même avait continué à voir régulièrement son papa en Ardèche, cet équilibre entre ici et la campagne. Et en 2016, vous reprenez, peut-être qu'il y a eu une ellipse et vous comblerez si j'ai oublié quelque chose, mais vous reprenez la boutique d'une amie où vous vendez des vêtements et des souvenirs aujourd'hui. Alors j'ai pas repris tout de suite la boutique. J'ai travaillé, j'ai fait un petit peu l'été, donc je continuais à m'occuper un peu des locations. Et puis comme il y en avait beaucoup moins puisque maman a vendu une grande partie, je travaillais aussi un petit peu à l'office de tourisme. À l'époque, il y avait encore un petit office de tourisme sur le port. Et puis, j'ai cherché à avoir une petite activité supplémentaire. Et il s'est trouvé que, grâce à Flavie, j'ai eu... qui tenait précédemment la boutique. Cette boutique. Voilà, j'ai pris la suite, naturellement. Alors, elle est ouverte... Combien de temps dans l'année ? J'imagine pas toute l'année. Non, elle est ouverte donc de début juin à fin septembre. D'accord. Et qu'est-ce qu'on trouve dans votre boutique ? Alors, on y trouve des petites choses utiles au Levant, des chapeaux, des paréos, évidemment, plein de paréos. Plein de paréos. Dites-nous, parce que le paréo, c'est vraiment l'accessoire du Levant. C'est l'accessoire indispensable quand on vient au Levant, oui. Donc des petits pagnes, des paréos, des petites robes légères. Et j'ai aussi des petites aquarelles, ça j'aime beaucoup, auxquelles je tiens beaucoup. Et puis ça apporte un petit supplément d'âme. Par des artistes de l'île. Oui. Faites par José principalement, qui a une maison aussi sur l'île. Oui. Et sa compagne Florence me fait des petits sacs, des petites sacoches, voilà. Et le reste de l'année, les 6 autres mois de l'année, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, j'en profite un peu pour partir, généralement, pour voyager un petit peu,
Mon premier grand voyage, je l'ai fait en 2018, mais c'était en lien aussi avec la disparition de ma maman. J'avais besoin de vivre quelque chose d'un peu différent. Mhm. Et sinon, l'hiver, je continue à aller en Ardèche aussi beaucoup, parce que j'ai gardé des bons rapports avec le papa de Johan. Donc ça me fait un petit pied-à-terre très agréable l'hiver. Et puis j'en profite pour randonner. Après, de temps en temps aussi, mais là ça fait 2 ou 3 ans que je n'y suis pas allée, je vais voir ma sœur à Paris. Mhm. En sachant que la ville, c'est pas trop mon truc. Bon. Ouais, j'ai un peu de mal à rester longtemps. Ouais, c'est compliqué. L'appel de la nature. Oui, Ouais. oui, j'aime vraiment. Ouais, j'ai vraiment besoin de nature. Même quand je pars d'ici, j'aime encore aller dans des endroits Sauvages. Oui. Mm. Oui. Ouais, mais on parlait tout à l'heure de Oui. l'empreinte que ça laisse de grandir ici. ouais. Il y a certainement un peu de ça. Oui. Et vous me disiez hors micro que vous ne traversiez pas ou très peu l'été et qu'il arrive toujours un moment où on tourne en rond ici. Est-ce que quand vous dites ça, Pascal, c'est une question d'espace ou c'est une question de vie sociale? Ou les deux peut-être? Les deux. Alors, les deux, oui. On tourne en rond physiquement parce que, voilà, au bout d'un moment, on a fait toutes les corniches, on a fait le petit bout de bord de mer qui va de la Galère à la plage, puisqu'en fait, il y a toute une partie de l'île auquel on n'a pas accès. Et oui, donc 90% c'est quand même militaire. l'espace est quand même restreint. Mhm. Voilà. Donc c'est vrai que pour ma part, j'éprouve le besoin d'aller prendre l'air ailleurs. Oui, de respirer et puis juste mais je pense que c'est peut-être c'est où qu'on soit, où qu'on habite, à un moment on a envie d'aller voir un peu ailleurs, Bien sûr. de voir autre chose, de voir d'autres paysages, de changer de rythme, de vivre des choses différentes, oui. Parce qu'en fait, je pense que quand on reste toujours au même endroit, aussi par rapport à ce qui se passe en nous-mêmes, on vit toujours un petit peu les mêmes. Oui, bien sûr. Mhm. Et donc j'ai besoin de me ressourcer. Vous pratiquez la méditation et le yoga. Est-ce que le Levant est un lieu propice à l'exercice de cette discipline? Oui, évidemment. La question est un peu naïve. Oui, non, mais c'est une évidence, oui, que ça s'y prête tellement. Déjà, je pense que pour vivre ici, il faut quand même avoir un peu l'âme contemplative. Il faut une force intérieure, vous pensez, pour vivre ici? Oui, aussi, oui. Oui, une force intérieure, en tout cas, il faut être connecté à sa vie intérieure, oui, quelque part, oui. Parce que si on a tout le temps besoin de l'apport extérieur, de distraction, je pense pas qu'on puisse rester son compte là. ici. Non. Après, ce qui est pas mal aussi, mais bon, tout le monde n'en a pas les moyens, c'est d'avoir un petit pied-à-terre ailleurs. C'est-à-dire d'avoir l'île dans sa vie et d'avoir quelque chose ailleurs. Je pense que c'est assez idéal, ça. Oui, pour équilibrer. Oui. Vous avez un fils, on l'a dit, Pascal, donc Johan, si je ne me trompe pas. Oui. Comment s'inscrit le Levant dans sa vie ? Alors ça, il faudrait lui poser la question. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est il me semble très attaché à l'île. Il aime beaucoup son île, quoi. Il est marin, c'est ça ? Oui. Donc il n'est pas là tout le temps ? Non. Mais il revient toujours. Ah oui, pour le moment, il revient toujours. Oui, c'est son port d'attache.
C'est important pour vous de lui avoir transmis cet attachement à Lille ? Oui, c'est important, oui. Oui, parce que je pense que c'est une vraie richesse, une vraie force, oui, oui. Surtout s'il n'y est pas tout le temps, voilà. Donc, du coup, ça devient pas, c'est pas une prison. Ah oui, probablement. Ouais, après, il faut lui demander, ouais. Oui. Oui. Si vous deviez décrire la géographie du lieu en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'île, qui ne la voit pas, comment vous lui décririez ? Alors déjà, je lui dirais, ça monte. C'est vrai, c'est la première chose qu'on m'a dit. Oui, voilà, c'est ce qu'on dit à nos clients qui veulent venir passer ces journées. On leur dit, attention, au Levant, il faut marcher. Et j'ai toujours entendu ma maman dire ça, les prévenir. Voilà, au Levant, on est dans l'effort. On fait un effort physique, voilà, il n'y a pas de voiture, donc ça c'est quelque chose de fantastique. Ce calme qu'on a, de pas avoir ces nuisances liées... Une forme de rupture avec la vie urbaine. Ah oui, ça bien sûr, oui. C'est comme si on laisse quelque chose, mais ça bon, c'est la plupart des îles, c'est pas lié seulement au Levant. Après, ici, il y a en plus le côté, le naturisme. Donc, on laisse encore un peu plus de choses. Normalement, on s'embarrasse. On laisse tomber aussi ses vêtements. En plus du reste, en plus du bruit, des nuisances, des choses superflues. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça donne déjà un bon tableau de l'île. À quoi ça ressemble une journée pour vous, Pascale, sur l'île ? On va prendre une journée de saison, quoi. Alors une journée oui, c'est très différent d'une journée de saison, d'une journée d'hiver, parce que il y a quand même la contrainte du travail, voilà. Donc je me lève tôt parce que je suis du matin, et surtout j'aime bien avoir un temps pour moi le matin. Me lever et puis avoir ce petit temps de méditation ou en tout cas de contemplation. Je me nourris du calme, de la vue, de cette... Vous prenez le temps de savourer encore cet endroit. Peut-être qu'il y a des moments où je pourrais l'oublier un peu ou être mais il y a ce retour aussi, quand on voit les gens qui arrivent ici, et ils me renvoient aussi ça, cet émerveillement. Oui, ils vous rappellent tous les jours la chance que vous avez d'être là. Bien sûr, oui. Donc voilà, je me lève tôt et puis je prends un peu de temps pour moi, pour me préparer. Alors comme j'ai les locations, donc quelquefois j'ai des petites choses à faire quand même avant de descendre sur le terrain. Et puis après, je descends ma petite boutique sur le port. Et c'est un vrai bonheur aussi d'arriver sur ce port le matin. J'essaie d'arriver pour 9h. Bon, j'y arrive pas toujours. Des fois, j'y arrive un peu plus tard ou un peu plus tôt, ça dépend. Vous croisez peut-être les premiers visiteurs. Oui, et ils arrivent un peu plus tard. Ouais. Mais en tout cas, d'arriver sur le port le matin et je trouve ça merveilleux. D'entendre le clapot de la mer, les goélands, de cette paix, de voir les bateaux, la lumière, c'est magnifique. Port-Cros en face, c'est une chance. Ah oui, que vous savez apprécier. Ah oui. Et puis après, je retrouve mes partenaires, Bruno à côté, Nathalie. On se dit bonjour, c'est une chance incroyable. Quelle est la saison que vous préférez sur l'île ? Alors, je pense que c'est l'hiver. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'hiver, c'est vraiment l'authenticité. Il y a, Vous êtes entre Levantin ? Oui, et bon après, j'ai plus la contrainte horaire, donc c'est vrai que je prends plus le temps. Et puis quelque part, je pense que ça correspond
à ce que je suis, à ma nature aussi. J'aime beaucoup l'hiver parce que c'est le temps de l'intériorité. Bon, après, j'aime l'été aussi. Hein. En fait, il y a un équilibre. J'apprécie l'hiver parce qu'il y a eu l'été et vice-versa. Et l'automne aussi, septembre. Je trouve qu'il y a une douceur, il y a une poésie particulière. Septembre-octobre. Les lumières aussi. Ah ouais, c'est fantastique. Il y a un endroit sur l'île que vous affectionnez particulièrement ou des endroits? Alors, j'aime beaucoup ma maison. C'est bien ça, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. J'aime. Bon, après, c'est aussi, voilà, parce que c'est la maison c'est de ma maman et donc c'est mon refuge quand même. C'est mon voilà. Et puis derrière la maison, quand on prend le chemin, il y a le point du jour, cet endroit-là où on voit le soleil se lever. Et j'aime aussi beaucoup. Alors j'y vais moins l'été, mais c'est un endroit où je vais quasiment tous les jours l'hiver quand je suis là. Oui. Je vais parce que je fais mon bois l'hiver. Je ramasse le bois pour me chauffer. Donc je fais au moins mon petit bois. Donc je pars. J'aime beaucoup partir par là-bas, et surtout on a cette vue donc de l'autre côté de l'île, donc par-dessus le domaine militaire. Et c'est très beau, voilà, de voir cette vue plein sud. Donc j'aime beaucoup cet endroit. Et sinon, oui, le bord de mer, bien sûr, parce que j'adore nager. Donc j'aime beaucoup les rochers, la mer, un petit coin qu'il y a juste avant la plage, où j'aime bien me poser aussi. Parfois entre midi et 2, quand je remonte pas chez moi. C'est l'endroit où je pique-nique, où je me pose un peu, où je me baigne, parfois je fais une petite sieste, voilà, avant de retourner à la boutique. Ça fait rêver. Oui. Les médecins André et Gaston Durville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932 sur l'île du Levant, qu'ils ont découvert en 1930. Ils résument l'esprit de l'île dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'administration d'Héliopolis en disant « Héliopolis doit être dans l'esprit de ses fondateurs une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. » Alors, je sens que ça vous parle. Héliopolis fêtait ses 90 ans il y a une dizaine de jours. D'ailleurs, il y a beaucoup de festivités, je crois, qui sont prévues encore. Est-ce que cette vision des frères Durville a toujours cours aujourd'hui, selon vous? Est-ce que vous pensez que cet esprit originel a vraiment été conservé? Je dirais que oui et non. Pour ma part, en tout cas, c'est... Comme ça que vous voyez l'île? Oui. Moi, j'ai été élevée avec cet idéal-là. Donc pour moi, c'est une évidence. Je pense que ça l'est pour beaucoup de gens qui vivent ici, de propriétaires, mais pas pour tout le monde. Et puis les choses évoluent. Je pense quand même, on ne peut pas vivre ici toute l'année s'il n'y a pas un petit peu de cet idéal-là. Et qu'est-ce qui a évolué selon vous quand même par rapport à ce que les frères Durville expriment? Alors il y a eu un très grand changement. Ça a été l'arrivée de l'électricité. En 1989. Voilà. Et parce qu'auparavant, il y avait quand même, les choses étaient très, très différentes sans électricité. Moi, par exemple, on n'avait pas de groupe électrogène. Donc on s'éclairait, c'était bougies, lampe à pétrole, lampe à gaz. On n'avait pas de machine à laver.
Les frigos, ça marchait au gaz aussi. Enfin, c'était vraiment... il fallait vraiment adhérer à une certaine... simplicité. Ah oui, et puis un certain mode de vie. Ce qui est devenu beaucoup moins évident quand il y a eu l'électricité. On a eu accès à beaucoup plus de confort. Et beaucoup de choses sont devenues possibles qui ne l'étaient pas avant. Donc, ça a fait venir des personnes qui n'auraient peut-être pas acheté. Probablement, oui. Voilà, sans ça. J'entendais d'autres Levantins l'idée aussi que avant l'électricité, les gens se retrouvaient volontiers dans les restaurants, dans les lieux communs, parce que eux avaient des groupes électrogènes qui permettaient du coup d'avoir... Oui. Mais peut-être est-ce que l'arrivée de l'électricité a fait aussi retourner les gens un peu plus chez eux? Parce que est-ce qu'il y a une vraie vie de village au Levant ou pas? Est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie vie de village ou pas? Alors, une vraie vie de village. Alors, ça dépend, c'est pareil, il y a l'hiver, il y a l'été, donc c'est très différent. Alors, l'été, c'est sûr que... Chacun travaille. Voilà. Après, il y a une vie donc liée quand même au tourisme. Voilà, il y a les animations de la place du village tout au long de l'été. Donc, c'est là que les gens viennent le soir, viennent passer un moment, boire un coup. Il y a les fêtes, il y a les balles. L'hiver, c'est différent. Et puis, ça dépend des hivers. Il y a eu des hivers où il y avait plus rien d'ouvert. Ouais. Donc, la vie de village... c'est difficile. Elle n'existait pas vraiment. Mais ça a changé aussi. Maintenant, depuis quelque temps, il y a toujours un des bars, restaurants qui reste ouvert. Donc, il y a quand même une petite vie qui continue. Et puis, les épiceries aussi. Il y a une épicerie qui reste ouverte. Il y a la poste aussi. Pas tous les jours. Mais donc, il y a une vie. En tout cas, il y a une vie sur l'île qui se maintient. Tout le temps, oui, toute l'année. Alors, s'agissant du naturisme, chacun fait le choix d'être ou de ne pas être nu sur l'île, à l'exception de la plage et du sentier du littoral où la nudité est obligatoire. En tout cas, comment c'est indiqué sur le panneau? C'est pas obligatoire, je sais pas, c'est pas recommandé non plus. C'est un terme. Voilà, bref, en tout cas, c'est pas aussi ferme qu'obligatoire. Oui. Elle est libre sur les chemins et corniches et interdite sur la place du village, dans les magasins et sur le port. Est-ce que vous pourriez expliquer l'esprit naturiste du Levant et ce qui le distingue du nudisme? Alors, elle n'est pas interdite il me semble qu'à l'épicerie. Alors, elle n'est pas. On peut. Il me semble qu'il y a des gens. On peut. Non, mais ça change. Si même une Levantine. Donc, mais ça a changé. Oui, il y a eu des changements récents. Oui. Par exemple, il y a la petite épicerie du bazar. On peut faire ses courses tout nu. D'accord. Oui. Et les restaurants aussi, je sais, la Fourmi, ils mettent ça très en avant, le côté... voilà. Donc, alors, après, ça dépend des commerces. Et la place du village, on peut aussi on peut la traverser nue maintenant. Ça aussi, ça évolue. En fait, il y a une évolution. Voilà. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous pourriez expliquer l'esprit naturiste du Levant et ce qui le distingue du nudisme? L'esprit naturiste, en fait, ça englobe pas que la nudité. C'est ça qui distingue le nudisme, c'est juste se baigner tout nu, aller dans sur des plages. Mais le naturisme, c'est beaucoup plus... Au départ, c'est un mode de vie. Ça englobe plein de choses. Ça englobe une façon de vivre, une façon d'être en rapport avec son environnement, une vie plus simple, plus proche de la nature. C'est un mode de vie, le naturisme. C'est une philosophie. Ouais. Ouais. Ouais, je crois que oui, je crois que vous décrivez bien. On peut vivre en n'étant pas naturiste au Levant ou pas? Alors ça, il faudrait le demander à ceux qui vivent ici et qui ne sont pas naturistes.
Ah, alors, bon, au Levant, en tout cas, il y a des personnes qui vivent ici qui sont pas, qui aiment pas se mettre nues, Mhm. ou qui le font pas, ou pas du tout, pas souvent, mais qui aiment quand même être ici. Mhm. Il y a des personnes qui aiment l'île, qui sont touchées quand même par l'âme de l'île, et qui se baladent pas tout nus pour autant. Donc Oui. il faut faire attention à... Il y a une tolérance par rapport à ça. Oui, oui, Mm. oui. Moi je pense que bon, la nudité bien sûr c'est important, mais il y a aussi le calme, il y a ce mode de vie qui englobe plein de choses, Mhm. pas que la nudité. Suzanne Zeiser, ancienne directrice d'école installée au Levant depuis 1977, disait « La nudité était évidemment pratiquée par tous, mais dans les têtes, il fallait qu'elle chemine, cette évidence. À 86 ans, elle conclut sereinement « Si on sait être nu, on sait être libre, être soi-même et se contenter d'apparaître comme celui qu'on est vraiment. » Le goût pour la nudité ne vient pas comme ça, il n'est pas un retour inné à notre forme originelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport à la nudité et au cheminement que la pratique naturiste demande? Oui, elle décrit ça, elle le dit très bien, oui, ces mots sont très justes. Alors, c'est vrai que pour ma part, ben, j'ai pas eu à faire ce cheminement, puisque je suis née ici, donc pour moi c'était... Bah oui, c'est facile, c'est une évidence. Vous grandissez enfant ici Oui, j'ai ce rapport au corps, à la nudité qui est facile, quoi. Ça m'est donné. Mm. Mais je comprends tout à fait que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est quand même, c'est un apprentissage intéressant. Vous avez été témoin de Oui, cheminement, oui. Des personnes qui vont plus ou moins vite dans ce rapport au naturisme, qui prennent leur temps et... Alors, généralement, ça se fait assez vite. Oui, parce que oui. Voilà. Oui, il y a un moment. Voilà, on se met tout nu, donc il y a cette seconde-là, voilà, où on se déshabille et où on est... Voilà, ça se fait un moment rapidement. Après, je me souviens, par exemple, quand j'étais jeune, et j'ai amené mes amis d'école ici, 1 ou 2 fois. Et bon, alors c'est vrai qu'elles étaient, à quel âge j'en avais, peut-être 15 ans, 14-15 ans. Mais ça se faisait... Naturellement, oui, même à 14-15 ans. Ouais. Alors, bon, après, c'était des filles. Hein. Peut-être c'est différent. Oui. Ouais. Mais ça se faisait. Je pense que le Levant s'y prête facilement. Il y a quelque chose qui s'opère sur le territoire, je pense, quand on arrive. On peut avoir plein d'idées, mais finalement, c'est presque en gardant ces vêtements qu'on se sent peut-être... Oui, on se sent... C'est là qu'on est regardé. Bien sûr. Je pense qu'il y a une facilité, ouais. Et puis il y a une tolérance avec les gens qui arrivent, puisqu'on peut, voilà, il y a cette dalle là au port où on peut quand même se baigner en gardant le maillot, voilà. Alors les gens, ça fait que les gens en maillot côtoient les gens nus, et c'est parfait ça pour commencer, pour appréhender, parce que je conçois tout à fait que c'est pas évident de se baigner, enfin de se déshabiller en fait comme ça. D'un coup, d'un seul. Ouais. À l'heure où la nudité est soit érotisée, soit provoque un malaise, voire le scandale, on le voit quand les tétons sont camouflés, par exemple sur Instagram, ou les jeunes filles réprimandées quand elles montrent un petit peu trop leur ventre à l'école, soit la nudité peut être aussi invisibilisée quand elle n'est pas celle d'un corps jeune et rentrant dans les normes. Quelle vision de la nudité offre l'île du Levant ? Dans cette société où soit elle est scandaleuse, soit on
on la cache parce qu'elle n'est pas normée, soit elle est érotisée. Il y a un peu tout, en fait. Et puis, je pense que ça dépend aussi de chaque personne. Il y a quand même aussi l'érotisation, la sensualité, Bien c'est sûr. quand même c'est présent aussi. Oui. Et c'est normal, c'est naturel aussi. Et puis il y a ce rapport, il y a plusieurs choses. Oui, s'il fallait être absolument parfait pour se montrer nu. Non, mon Dieu, ça serait terrifiant, ça serait terrible. Donc il y a cette acceptation de l'autre tel qu'il est, et puis pour soi-même tel qu'on est, voilà. Oui, ce que disait Susan Sizer, d'apparaître comme celui qu'on est vraiment. Oui, c'est extrêmement important. Et ici, ça s'y prête bien. Sophie Fontanelle, dans son livre Capitale de la douceur, sorti l'année dernière aux éditions Segers, raconte l'histoire de son séjour au Levant et comment sur cette île, dont 95% du territoire est une base militaire et 5% seulement domaine naturiste, elle va se mettre à nu, au sens propre comme au figuré, et ce faisant faire l'expérience d'une certaine forme de réconciliation avec son corps. Elle revient en douceur sur les violences qu'elle a subies, entre autres un viol à l'âge de 15-16 ans. Elle parle aussi de son père parti à la guerre, pourtant profondément non violent. C'est comme si, finalement, dans son livre, elle disait que la réponse à la violence pouvait être tout simplement la douceur. Est-ce que le Levant, cette terre souvent décrite comme une terre de liberté et de tolérance, est selon vous un lieu où s'expriment plus facilement les vulnérabilités, un lieu possible de réparation, de réconciliation avec son corps? Oui, et pas seulement avec son corps, je pense, oui. Pour ma part, ce que je ressens, souvent ici, c'est ce rapport à la poésie. Quelque part, on est en lien avec la poésie. C'est extrêmement... Avec la douceur. C'est facile ici, ça... Et je pense que c'est quelque chose qui manque effroyablement dans le monde. Quand on est en ville, c'est compliqué d'être en lien avec la poésie avec la poésie du monde. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. J'essaie vraiment d'être reliée à ça. C'est drôle que vous me répondiez que la poésie et la douceur. Est-ce que vous l'avez lu, le livre de Sophie ? Non, je l'ai pas lu. Alors, parce que figurez-vous que c'est un livre qu'elle a écrit en vers. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est particulièrement fort que vous répondiez ça, en fait. Oui. Et est-ce que pour vous, la douceur caractérise bien l'île du Levant ? Ou faut pas s'y tromper quand même? Oui, bien sûr, il y a la douceur, mais pas que. Il y a la douceur des paysages, du climat, de la mer, du vent, de l'air sur la peau, de plein de choses, oui. Mais il y a aussi des moments plus... Il y a des moments rudes aussi. Il y a les tempêtes, il y a l'hiver, il peut y avoir les sentiments de solitude, il y a les jours de pluie, il y a les jours, les semaines de vent d'Est, oui, la vie insulaire est une vie aussi dure. Il y a tout ce mélange, tous ces contrastes. Ouais, donc... Et dans les relations humaines? Là, il y a de la facilité quand même, oui. Ouais, ça je me rends compte ici à quel point c'est facile de rencontrer en fait, d'échanger, de parler, d'être tout de suite dans un échange bienveillant. Oui, bienveillant, ouais, oui. Et puis authentique, je pense aussi, plus profond peut-être.
Alors bien sûr, il y a aussi il y a la superficialité de l'été, bon, il y a ce côté-là, mais on peut aller plus facilement dans la profondeur. Oui, si on si on le souhaite. Si on le souhaite, voilà, oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Est-ce que vous diriez que la pratique du naturisme a évolué depuis votre enfance sur l'île ? Oui, elle a évolué, oui, ça c'est certain. Puis c'était encore différent, je crois bien, avant ma naissance. Puisque il me semble que même sur la plage, il y a un moment donné, il fallait avoir ce qu'on appelle le minimum. Oui, vous pouvez dire aux auditeurs ce que c'est le minimum. C'est un cache-sexe en fait. Ouais. Voilà, c'est un petit triangle de tissu qui cache juste les parties intimes. Et donc ça a évolué, moi je trouve, vers plus de nudité. Vers plus de nudité. Ah oui. En tout cas, vers plus de nudité possible, puisqu'on peut maintenant se promener nu, même sur les gades. Pendant longtemps, ça n'était pas possible. On était obligé d'être habillé sur la grande descente de l'Égade, au village. Et maintenant, on peut traverser la place du village nu. Depuis, je sais pas, 2-3 ans ou plus, je sais pas exactement. Alors, à côté de l'identité naturiste, sa vocation militaire s'affirme un peu comme un paradoxe, je dirais, pour l'île, car le Levant, on l'a dit, est aussi un site stratégique de la force de dissuasion militaire française. Il y a des essais de missiles et autres torpilles pour le compte des armées de l'air, de terre et de mer qui sont réalisées. Comment vous vivez cette cohabitation avec l'armée ? Alors, on la vit bien, très bien même. En fait, il y a deux choses assez contrastées. Il y a une frustration par moment. C'est pas là tout le temps, mais de temps en temps, quand il y a des tempêtes, et on se dit oh là là, mon Dieu, mais là, comme ça serait bien si on pouvait aller se promener de l'autre côté, aller se baigner à l'abri du Mistral. Voilà, on n'a pas accès à toute une partie de l'île, donc c'est extrêmement dommage. Vous avez pu avoir accès dans votre enfance, par exemple, à certaines parties aujourd'hui interdites ? Une fois, il y a eu une promenade organisée. Donc j'ai fait une fois le tour de l'île, oui. Ouais. Je crois que j'avais 12 ans. Vous en gardez des images ? Ah oui, c'était oui. Ah oui, c'était très très beau de voir la petite plage de sable, la petite calanque. Un endroit aussi qui m'a beaucoup marqué, les pierres de fer. Ouais. Ce sont des rochers où il y a des incrustations. Je ne saurais pas dire exactement ce que c'est, sinon je vais dire une bêtise. Mais c'était magnifique, vraiment très très. Puis le Titan, bien sûr, le phare, voilà, toute cette zone-là qui est très belle. Et puis ne serait-ce que les grands arbres. Il n'y a pas beaucoup. Ici, c'est beaucoup le maquis. Et là-bas, dans cette zone militaire où il y a de grands arbres, donc ça, c'est vrai, ça manque. Moi, je sais que j'aime bien partir du Levant aussi pour aller retrouver un peu les forêts. Ouais. Et donc, voilà, donc ce côté militaire, donc voilà, il y a cette frustration, ce côté inaccessible, mais à côté de ça, il y a bien cette conscience que ça nous préserve aussi. C'est évident. Parce que ça protège l'île. De nouvelles constructions, d'un afflux. Je pense que l'île, elle est ce qu'elle est aussi parce qu'il y a cette base militaire qui rend beaucoup de choses impossibles. Oui. Donc pour le pire et le meilleur aussi. Ouais. Quelle est ta vision à toi de l'insularité ? Toi qui as grandi sur une île. Je dirais que c'est d'abord un mode de vie quand même très très protégé. C'est une bulle
Alors avec le côté positif et négatif aussi, bien évidemment. Oui. Mais c'est un monde dans le monde en fait. Voilà, c'est avec. Alors je sais pas comment. Des fois je me pose la question, je me dis mais comment je serais si j'avais grandi Dans une ville. dans une ville, qu'est-ce que j'aurais plus développé ou moins développé? Parce que c'est vrai que j'ai conscience que je suis extrêmement marquée par l'île, quoi. Je me dis, je la porte en moi, quoi, cette île. Elle fait tellement partie de mon identité. C'est incroyable. Donc, j'ai évidemment développé des choses... l'intériorité, je pense, peut-être ce rapport aussi à la poésie, à la contemplation, une confiance aussi peut-être dans les autres, parce que je fais assez facilement confiance. Et parce que c'est peut-être une nécessité aussi, parce que le fait d'être coupé du monde, tu ouais, disais les c'est plus facile ici aussi. C'est plus facile. Ouais. Il y a une vie communautaire importante pour toi, oui. Une solidarité insulaire, oui. Tirée jusque-là. Ah ouais. Oui, il y a une grande solidarité, oui, dans les moments, Alors c'est curieux parce qu'il y a une grande individualité, hein, un grand individualisme. Les gens sont très différents, sont là certains pour des raisons très différentes et en même temps. Il y a une solidarité, oui, qui est très, très forte. Qui se ressent peut-être dans les épreuves, dans les moments compliqués, oui, dans les moments difficiles. Il y a des moments très, très beaux. Enfin, par exemple, l'hiver, je me suis fait plusieurs fois la réflexion donc quand je traverse et puis je reviens donc avec la vedette. Genre au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février. Donc on est donc les vrais, entre guillemets, les vrais Levantins qui rentrent sur le bateau. Et je trouve ce moment, parfois, c'est très beau, c'est très fort. Plusieurs fois, je me suis fait la réflexion. Là, on est vraiment cette sensation de faire partie d'un groupe, d'un clan. Ouais, d'un clan. Je me disais, là, on se reconnaît. Il y a quelque chose, même si on n'est pas amis avec tout le monde, même s'il y a des personnes à qui je parle moins, voilà, mais cette sensation de vraiment de faire partie d'un clan. Ouais. Tu parlais aussi quand même de certaines difficultés. Vivre au Levant, on le voit, il y a un certain nombre de sujets complexes, notamment l'absence d'école, puisque l'école a fermé en 2007. Aujourd'hui, par exemple, comment font les enfants ? Est-ce qu'il y a des enfants sur l'île ? Comment font-ils ? Alors, il y a... Enzo, oui. qui vit ici à l'année avec Henri et Victoria, et je sais que sa maman lui fait l'école. D'accord. Après, il y a aussi la Palmeraie Sandrine, qui a Emma. Alors Emma maintenant qui va je pense au lycée, mais quand elle était... Alors Sandrine, elle a aussi un pied-à-terre sur la côte. Donc je pense, voilà, donc sa fille, elle allait à l'école, à Hyères. Oui. Donc il y a quand même certaines personnes qui ont des enfants, qui ont un pied-à-terre sur la côte. Donc qui partent l'hiver, qui reviennent les week-ends. Mais c'est vrai que pour des familles qui voudraient s'installer ici, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ah, oui. C'est fort dommage, oui. C'est sûr que ça, c'est un frein pour des couples qui voudraient s'installer là, ou alors le jour où ils ont un enfant, ils s'en vont. Ils s'en vont, oui.
Ouais, c'est un sujet complexe, Ah oui. comme à Porquerolles d'ailleurs. Ah oui. Il n'y a pas de pharmacie non plus, ni de cabinet médical au Levant. Comment on se soigne ici? Il faut avoir des choses d'avance, Ouais. une pharmacie un petit peu garnie. Alors là aussi, il y a beaucoup d'entraide. Quand on manque de quelque chose, on fait un petit mot et puis on demande au secours à quelqu'un. Donc, il y a cette solidarité. Donc ça... Et il y a aussi la pharmacie du Lavandou qui coopère magnifiquement bien et qui, quand on l'appelle, nous met les médicaments au bateau. Ah, voilà. D'accord. Alors l'hiver, il n'y a pas de bateau tous les jours, Oui, donc puis, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Puis un médecin qui vient, mais une fois par mois, donc bon, il faut que ça tombe non, au bon moment. C'est difficile. Alors peut-être qu'on va moins chez le médecin, oui, c'est probable, c'est même certain. Oui. Alors ça a des bons côtés et puis des moins bons côtés, je pense. Oui. Vous avez fait l'expérience de... Moi, voilà, par rapport à ma maman qui allait peu chez le médecin, parce que c'est compliqué ici, parce que ça prend la journée et bon, peut-être que les choses auraient été différentes si elle avait été mieux suivie. Oui. Ouais, je pense. Bon, ça fait partie des inconvénients de l'île. Mais ma maman vous aurait dit, c'est comme ça. C'est comme ça, et si ça vous convient pas, il faut pas venir vivre au Levant. Elle avait ce côté-là, maman. Oui. Elle disait ici, on peut pas avoir ici ce qu'on a de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a plein de choses qu'on a ici qu'on n'a pas de l'autre côté. Exactement. Oui. En 55 ans, comment vous avez vu l'île évoluer, Pascale ? Quels sont les grands changements que vous avez pu observer ? Alors, les grands changements, vu que je suis là tout le temps, donc ça s'est fait petit à petit. C'est d'autres gens qui viennent, qui achètent, qui s'installent. Voilà, il y a un renouvellement. Bien sûr, oui. Comme je vous disais tout à l'heure, avec l'électricité, tout ça, tous ces changements. Donc, il y a d'autres personnes qui s'installent plus facilement. Donc bien sûr, c'est une ouverture, quelque part au monde et puis avec des changements qui, je pense, se feront petit à petit, inéluctablement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans le Levant de votre enfance ? Ah oui, quand même. Enfin, si je peux dire que c'est quand même un regret. Moi, voilà, j'ai été élevée donc avec, comme je disais, sans l'électricité, avec alors, c'est pas le fait de pas avoir l'électricité, mais c'est ce que ça implique comme rapport à la vie, au quotidien, et donc notre rapport au monde et aux éléments. Par exemple, on faisait très attention à l'eau. Je me souviens, ma grand-mère elle se lavait. Il y avait le jour où on se lavait les cheveux, le samedi. Donc elle se lavait les cheveux dehors là sur elle. Elle mettait des grandes bassines d'eau. Donc celle où on se faisait le shampoing. Après il y en avait deux seulement où on se rinçait. Et après, dans la dernière eau, elle mettait le linge à tremper. Donc, c'était en même temps le jour de la lessive. Et après, avec tout ça, on arrosait le jardin. Rien de perdu. Eh oui. C'était... voilà, donc il y a ce rapport-là d'attention particulière. Moi, j'ai toujours su la valeur de l'eau. Voilà, faire attention à l'eau. Qui restera. Hein. Et ça, je vais l'avoir pour toute ma vie. Voilà, c'est... Et alors, on peut se dire, oh là là, non, pour moi, c'est une richesse. Et pareil, voilà, quand il n'y avait pas l'électricité, peut-être, on se couchait plus tôt le soir
pour économiser la lumière, donc pour économiser le pétrole, le gaz. On vivait de fait plus avec le rythme de la nature. Et c'est une richesse, ça, à l'heure actuelle. Mais oui, il faut y revenir. Complètement. Oui. Je ne sais pas, mais la Terre, elle est en train, on est en train de lui faire grand mal, quoi, à force de vouloir de faire n'importe quoi. Et donc, voilà, pour moi, c'est... Ouais, peut-être j'ai un peu le regret que ça, maintenant, on a moins... C'est moins évident d'avoir ce... Alors, on l'a quand même. Je pense que les gens l'ont quand même encore quand ils viennent au Levant, parce qu'on leur dit, voilà, ils savent qu'il faut faire attention à l'eau. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est perdu, qui se perd. Quels sont, selon vous, les grands enjeux du Levant dans les années à venir ? Les grands enjeux, ce serait de garder cette spécificité naturiste, mais avec tout ce que ça englobe, le côté, ce rapport à la nature, de la préserver, peut-être d'être ce lieu où on prend conscience, où on continue à prendre conscience de cette richesse, et puis aller vers plus d'écologie quand même, dans le, ne serait-ce que pour les évacuations, pour l'eau, peut-être pour l'énergie, toutes ces énergies, aller peut-être plus dans le solaire, être un peu... On n'a pas été précurseur là-dedans. À un moment, c'est comme si au Levant, il y a eu ce côté où certaines personnes, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais jeune, avaient honte aussi. Ah oui, mais nous, voilà, on n'a pas ci, on n'a pas... Et alors, au lieu d'en faire une richesse, on a voulu, entre guillemets, rattraper le retard, quoi, et faire... c'est un peu dommage. Il me reste 2 questions, Pascale. Quelle est votre définition du Levantin ? Ma définition, c'est un mélange de... c'est que c'est quelqu'un d'authentique, quand même, de simple, simple dans le fait du mode de vie, voilà, avec un mode qui se contente de peu, qui se relie à l'essentiel, Ça, pour moi, c'est important, c'est-à-dire à la nature, et puis et qui est relié aux autres et à la nature. Ce côté d'être relié, pour moi, c'est très important. Et puis qui vit pas, qui a pas envie, qui peut se passer de beaucoup de choses aussi. Oui, c'est important. Oui, mais ça c'est revenu souvent dans votre témoignage, mais j'entends bien. Oui. Dernière question, quand vous êtes loin de l'île, que vous pensez au Levant, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? Je crois que ça serait la lumière. Oui, la lumière. Il y a une lumière ici qui est... au sens, voilà, c'est pas juste la lumière, celle qu'on voit, c'est un rayonnement. Oui, c'est ça qui m'a manqué aussi quand j'étais en Haute-Loire. C'était très beau, dans la forêt, là, voilà. Je baignais dans la nature aussi, mais ici il y a une énergie particulière quand même, avec les rochers, la mer, cette lumière qui est là, même en hiver. Même en hiver, quand il fait gris, il y a une luminosité incroyable. Et puis, le côté... la nature, le côté dépouillé, quoi, quand même. Oui. La lumière et un certain dénuement. Oui.
Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup Pascale pour votre vraiment émouvant témoignage. Merci. Merci à Pascale d'avoir levé le voile sur son île et ce qui l'y relie. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolle.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt.